Histoire de Chine est un podcast de la Société d'histoire des Français de Chine. Il est animé par Michel Chapdelaine. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle saison de podcast. Aujourd'hui, nous allons évoquer Alexandra d'Avenel, une des personnalités les plus audacieuses et déterminées du XXe siècle, et dont les exploits continuent de nous fasciner. Cette année marque le centenaire de son arrivée à Lhasa, au Tibet, un exploit incroyable pour l'époque. À ceux qui lui disaient « on ne passe pas », elle répondait « vraiment ? Une femme passerait, une Parisienne ». Pour nous emmener sur les traces d'Alexandra, nous recevons Joëlle Désirée Marchand. Bonjour, cher Joëlle, parce que je me permets de vous appeler Joëlle. Bonjour, cher Joëlle, bienvenue. Merci. Joëlle Désirée Marchand, vous êtes titulaire d'un doctorat en géographie et vous avez exercé la profession de géographe-cartographe. Vous êtes une spécialiste d'Alexandra d'Avenel. Votre passion a débuté suite à des recherches personnelles et vous m'avez confié qu'il vous avait fallu 7 années pour les mener à bien. Ces recherches ont abouti à la publication de la première biographie illustrée par 40 pages de cartes détaillées de tous les voyages d'Alexandra dans l'ouvrage « Les itinéraires d'Alexandra d'Avenel », réédité en 2009 sous le titre « Alexandra d'Avenel, vie et voyage », publié aux éditions Artaud. De son premier voyage dans les années 1890, où elle découvre l'Inde, jusqu'à son dernier périple sino-tibétain en 1945, vous avez minutieusement retracé ses pas. Alors, très jeune, Alexandra d'Avenel s'enthousiasme pour les voyages et devient une femme aux multiples facettes, à la fois chanteuse d'opéra, franc-maçonne et aux idées libertaires, autant que passionnée par les spiritualités de l'Inde et du Tibet, en particulier par le bouddhisme. Alors Joëlle, selon vous, Alexandra était-elle une aventurière, une exploratrice, animée par les voyages autant que par sa quête spirituelle, une féministe, une orientaliste ou un mélange de tout ça ? Alexandra était effectivement un mélange de tout ça. Mais disons que le terme d'aventurière qui lui a été décerné, si l'on peut dire, était plutôt un terme accordé aux femmes du XIXe siècle et même du début du XXe siècle qui osaient partir vers des territoires inconnus. Les hommes étaient qualifiés d'explorateurs et les femmes souvent d'aventurières, alors qu'elles prenaient exactement les mêmes risques que leurs collègues masculins, et qu'elle faisait preuve de la même audace et du même courage. Alors les traits marquants du caractère d'Alexandra d'Avenel se sont marqués dès son enfance, en fait. Elle avait une volonté déjà très affirmée, elle était très intelligente, c'était une fille unique qui a passé une grande partie de sa jeunesse en pension, comme ça se faisait alors dans les familles assez bourgeoises, et elle s'est très vite tournée vers la lecture. Et en particulier, dès qu'elle a su lire, elle était passionnée par les romans de Jules Verne. Elle a écrit cette chose étonnante dans un livre qu'elle a écrit il y a plus de 80 ans, L'Inde où j'ai vécu. Elle a rappelé ce souvenir en disant que c'est là où elle avait trouvé ses premiers héros. Ensuite, elle s'est très vite intéressée aux religions. Elle était passionnée par tous les aspects du christianisme. À l'époque, il était beaucoup question aussi d'occultisme, de petits groupuscules, de spiritisme, etc. Enfin, c'était des domaines qui étaient assez à la mode, en vogue au XIXe siècle. Il ne faut pas oublier qu'elle est née en 1868. Bon, elle faisait partie d'une très bonne famille, mais fille unique. Son père était un républicain, un ancien instituteur républicain qui avait été exilé en Belgique après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851. Et en fait, elle avait cet esprit rebelle un peu, qui était certainement celui de son père aussi, qui était engagé du côté républicain. Et donc Alexandra a eu ce caractère très fort dès sa jeunesse. Et alors ce qui est très étonnant, c'est qu'elle a répondu plusieurs fois aux journalistes qui l'interrogeaient qu'elle était née exploratrice. Elle a toujours eu une très grande curiosité. Mais ce qui était aussi très important chez elle, c'était son goût pour les philosophies, pour les religions.
Et elle était justement très en avance sur son âge. Enfin, tout ce qui caractérisait les petites jeunes filles de l'époque, les jeux, la coquetterie, etc., ne l'intéressait pas du tout. Elle voulait savoir ce que les gens pensaient et pourquoi ils pensaient ce genre de choses. L'année où elle revient à Paris, donc l'année de ses 21 ans, le musée Guimet ouvre. Et alors là, pour elle, ça a été un moment fabuleux parce qu'elle raconte dans ses souvenirs, toujours dans le même livre, L'Inde où j'ai vécu, que là est née sa vocation. Elle s'est trouvée enthousiasmée par les photographies, par les statues du Bouddha. Elle a passé, dit-elle, des moments de ravissement dans ce musée Guimet. Ce qui est tout à fait étonnant et impressionnant, c'est que Alexandra David, à l'époque, choisit le bouddhisme comme voie spirituelle personnelle, à une époque où le bouddhisme n'était pas du tout enseigné comme tel, ni pratiqué en Occident. Il y avait des cours sur le bouddhisme, mais sur le plan historique. Par exemple, Alexandra a suivi des cours au Collège de France et à la Sorbonne, sans passer les examens, car là, pour elle, ça n'était pas nécessaire, étant donné que la culture pour les intellectuels anarchistes, c'était une affaire personnelle. Donc, mais là, elle a trouvé dans le bouddhisme une orientation spirituelle qui lui correspondait, étant donné qu'elle s'était très jeune aussi orientée vers les stoïciens. Et finalement, il y a pas mal de points communs entre la philosophie des stoïciens et la voie bouddhique, si ce n'est que la voie bouddhique enseigne la compassion envers les êtres, ce que les stoïciens ne font pas forcément. Mais bon, Alexandra, dès ce moment-là, choisit le bouddhisme comme voie spirituelle. Et là, c'est ce qui va la différencier de tous les autres grands voyageurs de l'époque. Elle, c'est sa recherche personnelle, son goût des voyages, qui est un goût inné, d'après ce qu'elle nous a révélé, eh bien, s'est trouvé, orienté très naturellement vers différents voyages en Orient. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler de ce voyage qui la conduira finalement jusqu'à Lhasa en 1924, et tout particulièrement de sa marche clandestine entre Tsorong et Lhasa? Alors c'est effectivement, enfin là c'est le thème de l'exploit qu'elle a réalisé entre octobre 1923 et février 1924, un exploit qu'aucun explorateur n'avait réussi avant elle, c'est-à-dire pénétrer à Lhasa, ville interdite aux étrangers, comme l'était aussi le Tibet intérieur. Donc ce voyage à Lhasa, en fait, est l'achèvement, on pourrait dire presque le couronnement, même si ce mot est un petit peu décalé par rapport à l'histoire elle-même, de nombreuses années et périples qu'Alexandra a effectués sur le toit du monde. Ce qu'il faut aussi expliquer, et ce qui à mon avis est fondamental dans la réussite de son voyage, c'est qu'elle avait passé 2 années en Himalaya à s'initier au Tibet lui-même grâce au Gomchen de Latchen, c'est-à-dire le chef d'un petit monastère du Sikkim situé dans le Haut-Himalaya. Et Alexandra a vécu pendant presque 2 ans aux côtés de ce maître qui lui a enseigné en fait le Tibet, les méthodes des grands yogis qui vivent en ermite pendant plusieurs mois de l'année au Tibet ou en Himalaya ou dans tous les pays du bouddhisme où est pratiqué le bouddhisme. Et donc là, elle a vécu sur le plan physique des expériences extrêmement dures, mais qui lui semblaient formidables parce que personne ne l'avait fait. Elle a eu l'audace de tenter ces expériences. À notre époque, c'est complètement différent. À notre époque, où il y a des monastères bouddhistes un peu partout, en Europe ou partout dans le monde finalement, eh bien, à son époque, ça n'existait pas. Donc, elle était la première à oser tenter ce genre d'expérience physique et psychologique. Et grâce à ce long séjour en Himalaya, elle a acquis justement une connaissance déjà de ce qu'étaient ces méthodes. Alors, elle en tirera plusieurs ouvrages, dont Initiation lamaïque, et puis Les enseignements secrets des bouddhistes tibétains. Et il me semble que, j'en suis quasiment persuadée, sans cette expérience longue de vie érémitique en Himalaya, elle n'aurait peut-être pas eu la résistance physique
qui lui a été nécessaire plus tard pour réussir son exploit. Car cet exploit est quand même assez fabuleux, étant donné qu'il fait suite à 3 années d'échecs dans ces circuits tibétains où elle était toujours reconnue. Et donc là, on n'a pas le temps vraiment de la suivre dans tous ses périples, et pourtant ça serait passionnant. Mais disons que ce circuit de Tshejong à Lhasa n'est qu'un aboutissement. Et alors elle le fait dans des conditions humaines extraordinaires, c'est-à-dire qu'elle avait acquis donc une connaissance du monde lamaïque, c'est ce qu'on disait à l'époque, le lamaïsme, le bouddhisme tibétain était appelé le lamaïsme, et elle était devenue elle-même une dame lama. Elle avait suivi des enseignements donc auprès de ce Gomchen, et son futur fils adoptif a fait la même chose. Elle l'avait engagé déjà comme serviteur au Sikkim, dans sa 14e année, ce petit jeune homme. Il lui avait été conseillé par le fils du Maharaja de l'époque, Kumar Nabgyal. Et ce petit jeune homme, donc à Furyongden, va la suivre jusqu'au bout. Il va la considérer comme son maître spirituel. Et il a suivi les mêmes enseignements auprès du Gomchen. Il servait un petit peu d'interprète parce qu'Alexandra n'était pas encore très à l'aise dans la pratique de la langue tibétaine. À Furyongden a été remarquable. Il l'a assisté, il l'a aidé. Et il avait cette attitude très particulière qu'ont les disciples des grands maîtres en Asie, dans les philosophies orientales. Pour faire ce périple de Tshejong, c'est en vallée du Mékong, dans le Yunnan, à Lhasa, elle avait choisi de jouer le rôle d'une mère accompagnant son fils en pèlerinage. Donc une mère mendiante, à la manière donc des pèlerins que l'on voit cheminer au Tibet, marchant pendant des semaines, des mois, avec leur besace sur le dos. Elle, évidemment, elle n'avait pris aucun appareil photographique ni rien qui pouvait la faire passer pour une occidentale. Il fallait qu'elle se dissimule. Elle avait compris, après ses échecs, qu'il fallait passer pour une Tibétaine, qu'il fallait surtout se dissimuler, disparaître. Et là, je pense qu'elle a fait quand même quelque chose de tout à fait étonnant. Pour elle, c'était l'expérience de la modestie. Parce qu'elle avait longuement séjourné en Inde, on n'a pas le temps d'en parler, où elle avait acquis une certaine reconnaissance, même de la part des brahmanes, etc. Donc c'était Madame Davinel, bouddhiste renommée, réputée. Et puis là, elle disparaît dans la modestie, dans l'humilité, puisque là, c'est son fils qui est devenu lui aussi lama, qui a subi la même formation, et elle le suit. Donc c'est elle qui passe au second plan. Le personnage important dans leur rencontre, eh bien, c'est d'abord le lama Yongden, à Furyongden. Et elle est obligée de passer au second plan. Et pour Madame Nel, qui était très orgueilleuse dans son tempérament, et c'est une expérience humaine que je trouve extraordinaire. Ils ont pris tous les risques, y compris celui de manquer de nourriture, parce qu'il fallait mendier la nourriture. Les pèlerins mendient leur nourriture. Ils ont vécu vraiment comme des pauvres pèlerins. Et elle a dit, en arrivant en février, après toutes sortes d'aventures qui sont expliquées dans son livre le plus célèbre, « Voyage d'une Parisienne à Lhasa », elle a expliqué qu'elle était arrivée à l'état de squelette à Lhasa. Ils étaient épuisés. Mais néanmoins, elle a eu l'énorme satisfaction intérieure d'avoir réussi cet exploit. Et donc voilà, ce fameux exploit, finalement, va la rendre célèbre dans le monde entier. Enfin, les journaux américains, indiens rendent compte de ce voyage extraordinaire. Ensuite, elle rentre en France en 1925, parce qu'il faut déjà... Elle avait ramassé acheté énormément de livres faits... Enfin, je vous ai pas parlé non plus des livres tibétains, mais elle avait rapporté énormément d'ouvrages tibétains. Et donc, il fallait qu'elle avait laissé un peu partout. Et finalement, il lui a fallu encore 1 an qu'elle passe en Inde pour rentrer. Donc elle est revenue à Paris en 1925, accueillie comme une héroïne nationale. Pour atteindre le Tibet, Alexandra a dû traverser la Chine à plusieurs reprises. Alors ces récits, dans ses livres, offrent un témoignage sur la Chine de l'époque, qui était alors marquée par une grande instabilité politique. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de sa perception de la Chine ?
Oui, c'est-à-dire qu'elle s'est intéressée très tôt aux philosophies chinoises, mais lors de ses périples, c'était le Tibet qui l'intéressait. Mais néanmoins, elle avait un sens de l'observation tout à fait étonnant. Et donc, elle ne manquait pas de donner ses impressions dans la correspondance à Philippe. Donc, la correspondance qu'elle a envoyée à son mari est maintenant publiée sous forme dite intégrale. En fait, ce n'est pas complètement intégral, mais sous un volume qui fait 900 pages. Et on y voit tout ce qu'elle pense. Enfin, elle racontait à son mari toutes ses impressions, toutes ses expériences, etc. Et donc, on voit bien qu'elle s'intéresse à la Chine. D'ailleurs, une de ses premières publications en 1907 et 1909 concernait des philosophes chinois. Donc sa publication en 1907 concernait Mo Tse, et donc Alexandra avait été intéressée à ce moment-là par l'esprit d'amour universel prôné par ce philosophe, très mal connu encore en Occident. Et elle-même ne connaissait pas la langue chinoise, donc elle avait travaillé d'après des traductions, en particulier des traductions de britanniques, James Legge. Et donc elle voulait comprendre si cet amour universel prôné par Mo Tse correspondait à la compassion du bouddhisme tibétain et à l'amour prôné par le Christ, donc dans le christianisme. Et finalement, elle s'est aperçue qu'en fait, l'amour universel de Mo Tse était plutôt une bonne solution pour gérer un État, c'est-à-dire qu'une population a intérêt à bien s'entendre pour que l'État soit calme et que les gens vivent en harmonie. Donc ce n'était pas du tout un objectif religieux. Et puis le deuxième, en fait, c'est qu'elle a sorti en 1909, présentait un philosophe encore moins connu à l'époque, c'est Yang Chu, où elle appelait son livre l'individualisme intégral. Donc là, Yang Chu pouvait être rapproché d'un intellectuel anarchiste qu'elle fréquentait et qui correspondait à sa propre pensée, à sa pensée personnelle. Alexandra, donc, fréquentait les milieux anarchistes, enfin intellectuels, en particulier par l'intermédiaire de la famille d'Élisée Reclus, le grand géographe et chef de file des intellectuels anarchistes. C'était un ami de sa famille, et donc Élisée Reclus l'a beaucoup inspiré. Et donc ce Yang Chu correspondait un petit peu aux écrits des intellectuels anarchistes de l'époque, et elle l'a qualifié de Stirner chinois. Stirner étant un anarchiste bien connu en Europe. Ensuite, elle a traversé la Chine à diverses reprises avant de réussir son exploit de se rendre à Lhasa. Disons que là, elle a traversé la Chine donc, à différentes reprises, mais dans des conditions toujours très difficiles. Par exemple, de 1918, où elle est arrivée à Pékin, janvier 1918 à juillet 1918, pour se rendre au monastère de Kungbum. Elle a traversé une Chine qui était en guerre civile. Une épidémie de peste venait de se déclarer. Donc elle-même, à un moment, elle a mis 6 mois. Donc elle s'était jointe à une caravane d'un grand lama tibétain à Pékin, quand elle s'y trouvait, et qui avait accepté de la prendre dans sa caravane. Et donc, elle est partie avec ce monsieur et les serviteurs de ce monsieur. Donc, c'était une caravane assez importante. Ils étaient tous armés, parce que la Chine était donc sujette à des conflits, des guerres locales. C'était encore les périodes des seigneurs de la guerre. Enfin, chaque région se combattait régulièrement. Donc, c'était aussi toute une suite d'aventures qu'elle raconte évidemment dans sa correspondance et puis dans certains de ses ouvrages. Donc, première période 1918. Ensuite, elle a fait un séjour de 3 ans à Kungbum. Ensuite, donc, elle a quitté Kungbum en février 1921, dans l'idée d'atteindre Lhasa. Et finalement, pour faire ce périple-là, elle avait choisi de contourner le Tibet par l'est, c'est-à-dire qu'elle a d'abord visité Labrang, le grand monastère du bouddhisme tibétain, Labrang Tashikil, et de là, elle est partie à Lanzhou, la grande ville chinoise, et puis elle est descendue, elle a essayé de contourner donc, le Tibet par l'est, et ensuite de prendre un chemin, une piste
vers l'ouest pour gagner Lhassa, mais elle s'est fait arrêter à 2 reprises, en particulier dépannée par l'un des missionnaires. Alors là, c'est pareil, il y a toute une histoire de relation avec les missionnaires, entre Alexandra d'Avenel et les missionnaires. Mais là, un missionnaire l'a bien dépannée, c'est le père Charrier, qui était assez proche du consul de France, et finalement, ils ont réussi à la débloquer à un certain moment. Alors, on en a parlé rapidement au début, lors de l'introduction. Vous avez travaillé et vous avez créé la cartographie des voyages d'Alexandra d'Avenel. Alors, déjà, pourquoi avoir eu besoin de cartographier son parcours? Tout de même, ça c'est une question pour moi intéressante. Et puis ensuite, sur quels documents, comment avez-vous fait pour effectuer toutes vos recherches? La première idée que j'avais avant de commencer ces recherches sur Alexandra d'Avenel, c'était d'écrire un article sur la représentation du Tibet par rapport à la Chine. C'était avant Internet, avant les ordinateurs, avant les téléphones portables, etc. Donc une période tout à fait éloignée dans les années 1987. J'ai commencé à travailler là-dessus en 87. Et donc j'avais écrit à la dernière secrétaire. À l'époque, la maison d'Avenel était quand même connue comme l'ancienne maison d'Alexandra. Et donc j'ai écrit à Marie-Madeleine Perronnet pour lui demander si quelqu'un avait déjà travaillé ou est-ce qu'elle-même disposait de cartes. La fondation d'Avenel peut-être possédait des cartes du Tibet, etc. Et est-ce que quelqu'un avait déjà travaillé sur ce type de sujet cartographique? Donc elle m'a dit non, non, et venez, je vous ouvre toutes mes archives. Et donc j'ai pris contact avec Marie-Madeleine Perronnet, et puis donc un premier séjour m'a montré que finalement, énormément d'énigmes se posaient encore concernant les voyages d'Alexandra d'Avenel. On n'avait aucune représentation de l'ensemble de ces voyages. Et certains mettaient encore en doute son périple à Lhasa. Et j'ai vu qu'effectivement, il y avait tellement d'énigmes. Les premières éditions de ces livres de voyage, de ces récits de voyage, étaient publiées avec des croquis. Mais elle présentait des toponymes qu'on ne retrouve pas forcément sur les cartes actuelles, étant donné que la nomenclature a été changée par les Chinois. Et donc, en plus, elle écrivait de manière phonétique. Et à l'époque, les noms de lieux n'étaient pas du tout normalisés. À l'époque des lieux du Tibet en particulier. Donc autant de cartes d'explorateurs, autant de noms écrits de manière différente. Et donc, pour reconstituer les voyages d'Alexandra d'Avenel, il faut déjà reconstituer son calendrier de voyage, ce qu'elle n'avait jamais fait. Donc reprendre toutes les notes, toute sa correspondance, toutes les dates avec les lieux, etc. Donc reconstituer son planning de voyage, retrouver les lieux, et essayer de les porter sur des cartes assez précises. Donc ce furent des recherches passionnantes, aussi bien sur la personne elle-même, Alexandra, la femme, grâce à la correspondance à son mari, enfin Marie-Madeleine Perronnet, donc la dernière secrétaire, m'avait fourni les documents des fois originaux, enfin mis à ma disposition, disant, et puis ce qu'elle avait recopié, retapé à la machine, etc. Enfin, ça avait été fabuleux comme recherche, quoi. Merci beaucoup, Joëlle Désiré-Marchand. On sent votre passion dans nos échanges. Alors, merci d'avoir accepté d'avoir participé à ce podcast. C'est toujours un plaisir de parler d'Alexandra d'Avenel. Oui, on le sent. Mais je vais vous laisser la main pour la dernière partie. Je vais vous demander de nous lire un passage qu'a écrit Alexandra. Et puis voilà, nous arrêterons ensuite. Et merci à tous. Je vous en prie. Écoutez, je choisis une phrase qu'elle a écrite à son mari, donc le 3 décembre 1918. Elle était alors au grand monastère de Kumbum depuis quelques mois. Elle y est arrivée donc en juillet 1918. Elle écrit ceci: « Ils ne connaîtront jamais combien de rêves et de poésie l'on peut envelopper dans une houppelande crasseuse de peau de mouton, près d'un grand feu de bouse de yak, une écuelle de thé au beurre à la main, tandis que les sauvageons de la caravane, autour d'un brasier un peu distant, chantent les aventures de Guésard, le conquérant des hommes du pays dehors. »
espérons que vous avez passé un bon moment avec le podcast Histoire de Chine. N'hésitez pas à nous soutenir d'un like sur votre plateforme de podcast de prédilection. Retrouvez la Société d'Histoire sur son site internet histoire-chine.fr. À bientôt sur Histoire de Chine.